bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Un JT Lozère sous le soleil avec une maison bleue. Elle n'est pas accrochée à la colline celle-ci, mais ça fait du bien d'avoir du soleil, on en avait bien besoin. Rendez-vous compte, 50e édition de votre JT Lozère, bientôt 2 ans que le JT existe. Au cours de cette édition, de ce 50e numéro, vous allez retrouver en ouverture du journal un retour sur la rave party avortée où les agriculteurs sont intervenus. Ces mêmes agriculteurs qui nous ont fait parvenir des images originales. Donc vous l'aurez compris que vous n'avez encore pas vu dans les médias ni sur les réseaux. On vous montre ça tout de suite dans quelques instants. Juste avant de découvrir les reportages et de faire un tour du côté de Bonnecombe et d'autres reportages, je vous invite à commenter, à liker et à partager cette édition de votre JT. Je vous retrouve à la fin du journal. À tout de suite. Une fête terminée avant d'avoir commencé jeudi 29 mai, alors que les premiers arrivés pour une rave party commençaient à installer leur matériel, et ce sur un terrain privé du hameau de Conques, près de la Canourgue. Des agriculteurs locaux se sont mobilisés pour mettre un terme à l'événement avant que le reste des teufeurs n'arrive. Intervenu rapidement avec leur tracteur, le groupe d'agriculteurs a répandu du lisier et barré les chemins d'accès en roulant d'énormes pierres autour de cet ancien aérodrome privé jouxtant des terres agricoles. Les plus téméraires des teufeurs ont tenté de rejoindre le site en escaladant le relief. Une intervention qui n'a pas du tout été du goût des fêtards et qui aurait pu tourner à la catastrophe puisque des échauffourées ont éclaté entre les deux groupes. Bilan de la matinée, un van renversé par un agriculteur avec 4 personnes à l'intérieur, mais qui s'en sont tirées sans dommage. La présence d'une 50aine de gendarmes, d'une 40aine de sapeurs-pompiers et de CRS rapidement déployés sur place ont fini par apaiser la situation, a précisé dans un communiqué le préfet de la Lozère, Gilles Quesnay-Hervé. L'ordre avait été rétabli dès le début de l'après-midi, la musique arrêtée en début de soirée. C'est la seconde fois dans le département qu'une rave party est ainsi arrêtée par l'intervention musclée des agriculteurs. La première fois, la rave party s'était installée sur le COS de Sauveterre. Dimanche 25 mai, la 33e édition de la transhumance Aubrac a eu lieu au col de Bonnecombe. Organisée chaque année par l'association Aubrac Sud-Lozère, qui a pour but la mise en valeur du site de Bonnecombe et de toute la partie sud des monts d'Aubrac, le maintien et le développement des activités sportives, touristiques et rurales, ainsi que le respect de la nature et de l'environnement, cette transhumance attire une foule nombreuse. Près de 1500 repas sont d'ailleurs vendus lors de cette journée de fête en moyenne. En plus du défilé des troupeaux qui arrivent au col de Bonnecombe parés de fleurs préparées par les maisons de retraite locales notamment, un marché de producteurs accueille les gourmands. Si cette année, seuls 2 troupeaux représentant une centaine d'animaux issus de 2 fermes différentes ont défilé, l'association a annoncé que l'an prochain, de nouveaux agriculteurs devraient se joindre à la fête. Ce qui est rigolo, c'est que moi, je forme des boîtes qui sont à la fois des grands groupes du CAC 40 et des petits caps de recrutement de 10 personnes, et c'est toujours la même chose. C'est 1, comment trouver mes candidats, c'est un peu mon flux, ma marchandise, si vous voulez, qu'on va vendre aux gens. C'est 2, comment je les évalue. Et 3, comment j'arrive à les convaincre à venir chez moi. Donc c'est les trouver, se rendre sexy et les évaluer. Et c'est toujours la même chose qui ressort. Et là, c'est le programme de cet après-midi, donc c'est parfait. Les ressources humaines se remettent en question en Lozère. Le mardi 3 juin s'est déroulée la RHD, une première en France à l'initiative de la CCI Lozère. Une journée où les ressources humaines étaient au centre d'un événement qui leur était totalement dédié. Les aspects techniques, contractuels et surtout humains de cette profession dont les qualités reposent non seulement sur des acquis pointus, mais surtout sur le talent et un sens aigu du décryptage de l'humain. Disons que les gens ont un besoin de recruter différemment. On voit qu'il y a des grandes difficultés dans le recrutement aujourd'hui. Dans tout le management est compliqué. Les relations humaines aussi sont importantes et parfois difficiles. Donc l'idée, c'était de les accompagner. Et donc, je dirais que la demande, elle est implicite, mais bon, les gens sont là, donc c'est qu'on répond quand même à un besoin. Avec le temps, la profession RH a connu d'importantes mutations, passant d'un rôle purement administratif à un rôle qualifié aujourd'hui de stratégique. Au cours de la journée, les professionnels auront pu suivre des ateliers, un after-work réseautage recrutement et notamment une conférence interactive menée par Léo Bernard. Il est expert en recrutement. Après un parcours international, il est venu dispenser son expérience éclairée. Ouais, on est en pleine révolution depuis le Covid et en fait, chaque année qui passe, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Le télétravail, par exemple, l'IA depuis 2 ans, la ruralité qui se réinvente aussi, les jeunes à recruter. En fait, depuis 5 ans, les RH partent dans tous les sens. C'est un véritable bing-bang.
Phénomène de société apparu avec l'ère du Covid, ce sont maintenant les sociétés qui doivent, entre guillemets, déployer des efforts, voire même séduire, afin de recruter et surtout conserver les potentiels candidats. Mais tout à l'heure, on était dans un atelier, il y avait 25 personnes dans la salle. Et justement, le consultant qui vient de Montpellier a dit « Mais est-ce que vous vous connaissez tous ?» Et 100% des participants ont dit non. Voilà. Donc personne ne connaissait tous les gens dans la salle. Parce que les RH sont aujourd'hui un levier stratégique, le RHD, organisé par la CCI, est né pour offrir aux dirigeants, des RH, managers ou professionnels RH, un temps condensé, utile et convivial. Une journée pour monter en compétences, recruter et élargir son réseau. Et l'objectif a été atteint puisque les participants sont repartis avec des idées concrètes, des contacts enrichissants et de l'inspiration pour faire évoluer les pratiques RH. Sur le recrutement, notre but, c'est mettre en relation des humains avec un humain qu'ils ne connaissent pas. Et donc l'IA là-dedans doit aider mais ne doit jamais remplacer. Un événement condensé et ancré dans la réalité des entreprises. La journée s'est achevée en musique, où l'on profite de l'ambiance, et si l'opportunité pro se glisse dans la conversation, on la saisit. L'idée, c'est que les chefs d'entreprise rencontrent des gens. L'afterwork est ouvert à tous et qu'ils puissent, pourquoi pas, recruter ou en tout cas parler des recrutements qu'ils ont, puisque 20% des recrutements se font par de la cooptation. Donc voilà le lieu de la cooptation pour ce soir. Forte de son succès, l'expérience sera reconduite. Je me suis passionnée pour le Japon depuis toute petite. J'ai commencé le karaté à 7 ans dans un petit club de Chanak. C'était vraiment improbable de commencer comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis passionnée pour cette culture qu'il y avait autour du Japon grâce au karaté. Et j'y ai découvert un peu mon pays d'adoption. Au Japon, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien, où au niveau de la littérature, il y a énormément de choses qui me touchent. C'est toute une culture et toute une langue. Au niveau de la langue, plus spécifiquement, on va dire que c'est une langue très compliquée parce qu'elle est très différente de la nôtre. Par contre, sur un plan grammatical, c'est beaucoup plus simple que le français. Et il y a ce jeu entre les objets et les mots, en sens où les idéogrammes, on a vraiment une idée par signe. Et c'est une langue donc très imagée, j'apprécie beaucoup les arts, le dessin, et quelque part c'est une langue aussi où on a du dessin en tant que tel. Quand on écrit, on a l'impression de dessiner. Et c'est très intéressant, je trouve, de faire le pont entre deux cultures qui sont très opposées, deux langues très opposées, avec, on le voit dans les romans, des problématiques très semblables et un caractère universel aussi qui est intéressant à voir. De la Lozère au Japon et de la langue de Midori Mashun à celle de Molière. C'est le beau parcours suivi par Nina Lefloïc, jeune traductrice du japonais vers le français qui a grandi à Chanak. Une trajectoire qui lui a valu d'être choisie par les éditions Nami du groupe Le Duc pour traduire le second roman de Kenji Ueda, La papeterie de Ginza, disponible en librairie depuis le 5 mai. Par exemple, pour la papeterie de Ginza qui fait 300 pages, il m'a fallu 4 mois. Je compte à peu près 100 pages par mois, plus un mois entier de relecture. Personnellement, je travaille comme ça. J'ai vraiment besoin d'un mois entier pour retravailler le texte en français. Certains traducteurs ou traductrices arrivent à le faire du premier jet, mais c'est souvent les plus expérimentés qui, la plupart, on a un énorme travail sur le français au final. Ça fait à peu près 1 an là vraiment que je suis lancée dans le métier. J'ai fini mon master il y a 3 ans. J'ai mis 2 ans à peu près à commencer à trouver des contrats, à démarcher une maison d'édition, etc. Et là j'en suis à un recueil de contes et un roman publié. On peut devenir traducteur, traductrice par beaucoup de moyens, je pense. Certaines personnes font vraiment des études spécifiques autour de la traduction. Voilà, sur Paris, à l'INALCO, il y a vraiment des formations spécifiques. Mais on peut, à partir du moment où on est bilingue, proposer ce qui est compliqué pour rentrer dans le métier. C'est vraiment de se faire une place, de se faire connaître des éditeurs. Mais à partir du moment où on est bilingue, qu'on a une passion pour la littérature et qu'on arrive à traduire correctement, on peut commencer à démarcher les éditeurs. Ils nous font passer des tests de traduction. Et au fur et à mesure, quand un premier éditeur vous dit oui, qu'on a une première traduction publiée, d'autres arrivent. Né à Tokyo en 1969, Kenji Ueda est un romancier japonais qui insuffle avec finesse un charme envoûtant aux objets les plus simples. La papeterie de Ginza, son deuxième roman, a rencontré un tel succès qu'il est devenu une série en plusieurs tomes et est en cours de traduction dans 11 langues. Alors, ce roman, c'est
un feel-good, c'est-à-dire que c'est un roman qui est amené à faire du bien au lecteur, à se retrouver. C'est un roman plein d'émotions qui se passe donc entièrement autour d'une papeterie. C'est un roman choral aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 chapitres et 5 personnages différents. Donc le point commun entre chaque, c'est cette papeterie où nous avons le maître des lieux qui est très empathique, qui est prêt à aider tout le monde, etc. Et chaque personnage vient avec ses problèmes, son histoire de vie. Ce sont des histoires de vie très différentes. On a un jeune étudiant qui vient d'arriver à Tokyo, une dame qui travaille comme hôtesse dans un bar, plein de profils très divers et qui ont chacun leurs soucis, qui vont exprimer au fur et à mesure en discutant avec le papetier et en se reconnectant à la vie à travers l'écriture. Donc c'est un peu une ode à l'écriture manuscrite, au papier et au temps qui passe, tout à fait. Je pense que celui qui m'a le plus touchée, c'est la toute première histoire avec ce jeune homme qui vient de la campagne et qui arrive pour la première fois à Tokyo pour ses études, qui est complètement perdu, désespéré parce qu'il est tout seul, perdu dans cette foule, etc. Et qui va se reprendre goût à la vie quelque part grâce au papetier, parce que ça a beaucoup fait écho aussi à mon histoire de partir du petit village de Lozère pour aller à Bordeaux et découvrir ma passion malgré tout là-bas. Nina Le Floïc, qui s'est passionnée très jeune pour le Japon, elle est une artiste complète et a déjà de nouveaux projets en tête. Ce roman de Kenji Ueda n'est pas son coup d'essai dans la traduction puisqu'elle a déjà participé à celle de manga et plus récemment 4 contes au sein du recueil Fables et légendes de princesses japonaises aux éditions Inis. Mon projet le plus proche, ça va être de repartir au Japon en fin d'année avec un visa vacances-travail, donc pour passer 1 an complet au Japon où j'aimerais continuer mes traductions à distance en ralentissant un tout petit peu le rythme pour pouvoir aussi travailler sur place et expérimenter plus de choses, parce que je pense que pour la traduction, on n'atteint jamais un niveau parfait, on n'atteint jamais la perfection de toute façon, mais on a toujours besoin de se reconnecter aussi au pays, à la langue et d'avoir différentes expérimentations. Là, je suis actuellement en train de traduire un nouveau roman qui se passe dans une librairie et je découvre aussi le monde des librairies au Japon à travers le roman et j'aimerais le découvrir de l'intérieur au Japon si possible en travaillant en librairie, ça m'intéresserait beaucoup. Ça fait longtemps que j'écris régulièrement des textes, j'ai beaucoup de fichiers avec beaucoup de choses, de courtes nouvelles et qu'un jour j'aimerais faire paraître effectivement. Et si possible avec un projet photographique aussi, j'aime beaucoup la photographie et j'aimerais faire un livre qui présente en parallèle la nature de la Lozère et de l'île de Kyushu au sud du Japon, que j'ai beaucoup photographié et que j'aimerais continuer à l'avenir. T'imagines, on est là, il est 16h, tu discutes avec ta voisine, on est en train de boire un petit coup, on se refait le monde, on se raconte de petits potins, et là, paf, il est 18h. Ton mari rentre enfin. T'as plus qu'à lui dire « Chérie, tu rentres enfin, mon amour, oh, ben tiens, installe-toi, on est en train de boire l'apéro avec Marion, je te sers quelque chose. » Le conseil sortie culturel de la semaine, un coup de cœur de votre chaîne pour la pièce « Vous êtes en chantier » présentée par la jeune compagnie Pepstacle. C'est l'histoire d'un couple en plein travaux, d'une voisine quelque peu intrusive et l'arrivée d'un enfant mystère qui sonne à leur porte. Se déroule alors une mise en scène touchante, drôle et précise sur une histoire originale, écrite par Emmanuelle Plagne, également à l'origine de la compagnie. Cette dernière a été créée en octobre 2024 avec Hélène Durand, et ce afin de proposer des cours hebdomadaires à Badarou pour aider tout comédien à bien démarrer sur les planches. Pour la pièce, vous êtes en chantier, les personnages de l'œuvre sont joués par Hélène Durand, Sophie Baroul, Emmanuelle Plagne et le jeune Evan Sabatier. Prochaine représentation le samedi 28 juin à 19h à l'Espace des Anges de Mende. Également fin septembre à Saint-Chély au théâtre du Granit. Mais t'as un fils toi maintenant? Mais depuis quand? Morveux? Oh, tu te calmes la boîte à pharmacie? Ouais, comment ça? Tu pues la gueule? Eh ouais, ça va, tu vas te calmer, Morveux! On se calme. Dernière ligne droite avant l'édition 2025 de la Foire de la Lozère qui se déroulera ce week-end et durant 3 jours, du samedi 7 au lundi 9 juin. Un nouvel équipement pour la maison, des solutions pour votre terrain, pourquoi pas des cadeaux pour la belle-mère ou encore des moments de détente en famille. La foire est une véritable vitrine du talent et des savoir-faire, avec près de 120 exposants issus de la Lozère, mais également des départements voisins. Il s'agit surtout d'un moment convivial et festif permettant aux visiteurs de venir à la rencontre et d'échanger avec les professionnels de domaines variés.
Équipements divers, automobiles, loisirs de plein air, habitat, vin et gastronomie, mode, bien-être, beauté, vie pratique. La Foire de la Lozère est la plus grande manifestation commerciale de notre département. Le plus cette année, la foire met l'accent sur les producteurs locaux. Alors plus aucune hésitation, préparez votre visite sur le site de la Foire de la Lozère. Et puis rendez-vous à la Grande Halle de Montbrac dès samedi 7 juin. L'entrée est gratuite, le parking est rénové. Le 38e challenge de rugby du Haut-Gévaudan s'est déroulé pour la première fois à Saint-Chély le samedi 26 mai dernier, sous une météo radieuse et une température agréable. On rassemble toute l'école de rugby de la catégorie U6, U8, U10, U12 et cette année, nouveauté U14 aussi. Ce ne sont pas moins de 750 enfants cadrés d'une centaine d'entraîneurs et éducateurs issus des clubs alentours et des départements voisins qui se seront rencontrés en terre barabande avec l'objectif affiché de remporter le célèbre bouclier. Devenu au fil des années un événement rugbystique majeur en Lozère, la cinquantaine d'équipes issues d'une dizaine de clubs se seront rencontrées par catégorie sur les terrains répartis dans Saint-Chély. Pour les U6 au U8, rendez-vous était donné sur la plaine des sports derrière l'espace aquatique Atlantis. Au Sacré-Cœur pour les U10, les U12 au stade municipal et pour finir les U14 au stade de Bélières. Pour des questions d'organisation, la compétition n'a pu se dérouler comme traditionnellement au Malzieu. C'est donc la municipalité de Saint-Chély-d'Apcher qui a mis à disposition ces infrastructures. La matinée était consacrée aux poules de brassage et l'après-midi au tournoi, une organisation de main de maître managée par une trentaine de bénévoles du rugby club du Haut-Gévaudan. Et c'est au terme d'une journée sportive intense et riche en rebondissements que le rugby club Haut-Gévaudan a remporté cette édition. Le cumul des points permettant ainsi au bouclier de rester en terre barabande pour cette année. Le club, né sous l'impulsion de Didier Bourges, fêtera prochainement ses 40 ans. C'est l'ancien président qui a œuvré pendant quasiment depuis la création. Il est là et il a été là tous les mardis, tous les mercredis, tous les samedis. Il a emmené des enfants tout le temps. Qu'il fasse beau ou mauvais, qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, il était tout le temps là et voilà, il vient de nous passer la main il y a 2 ans maintenant. À noter la forte présence de joueuses. En effet, le rugby séduit de plus en plus et des équipes féminines sont en cours de constitution. Si vous souhaitez inscrire vos enfants, sachez-le, c'est possible dès l'âge de 3 ans avec le baby rugby. Aujourd'hui, on a environ une centaine d'enfants sur l'école de rugby. On a 45 seniors à peu près en équipe 1. Donc on souhaite continuer la progression et voilà, que tout se passe bien et que surtout que les enfants continuent, que ce soit les enfants ou les adultes qui continuent à prendre du plaisir au rugby à Saint-Chély. Voilà. Donc il y a des tiques, il y a une capacité de résistance au gel et au mauvais temps d'une manière générale qui est difficile à comprendre tellement c'est possible. Certaines tiques ont une caractéristique, pas toutes les tiques. On parle surtout de l'ixode d'Amini. C'est pour ça qu'on aime bien pouvoir identifier la tique, parce que ça permet d'avoir une autre orientation et de faire d'autres recherches. Mais lorsque cette tique elle est malmenée, lorsqu'elle a un trouble digestif quelconque, ou lorsqu'elle est méchante, elle régurgite le sang qu'elle a déjà absorbé. Et c'est en régurgitant ce sang qu'elle peut distribuer un parasite qui se développe exclusivement dans son intestin à elle. C'est le cas de la maladie de Lyme. Avec l'arrivée des beaux jours, un fléau ressurgit, un parasite qui est la hantise des promeneurs et de leurs compagnons à 4 pattes, la tique. Alors chez les chiens à poil ras, le problème est simple, c'est très facile à localiser. Chez les chiens à poil long, c'est beaucoup plus difficile. Dans ces cas-là, je conseille aux gens, surtout cet hiver, et les hivers précédents aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont été doux, il y a beaucoup de parasites. Et ces parasites-là, ils cherchent qu'une chose au printemps, c'est de se reproduire et donc de prendre des repas sur les animaux. Les saisons humides et tempérées sont cruciales pour que la tique, qui est un acarien, puisse se reproduire et se développer. Et justement, de par les conditions climatiques de la Lozère, cette période s'étend du printemps à l'automne. S'il en existe une quarantaine de variétés, 4 d'entre elles nous concernent particulièrement.
Elles ont chacune une cible privilégiée. Sont concernés les animaux à sang chaud comme nos chiens, sans omettre les hommes qui eux se font piquer par erreur de casting. Si effectivement on découvre la présence d'une borréliose ou quelque chose qui laisse supposer qu'il y a une borréliose, on propose un traitement, mais il faut le proposer relativement rapidement. C'est un traitement antibiotique et qui doit être pris pendant plusieurs semaines. L'activité des tiques engendre le risque de transmission d'organismes provoquant la pyroplasmose chez le chien ou des agents pathogènes, dont celui responsable de la maladie de Lyme chez l'homme. Elles sont présentes dans la végétation, perchées à quelques dizaines de centimètres de hauteur. Elles y attendent patiemment l'occasion de s'accrocher à leur hôte. On peut dénombrer jusqu'à 120 individus par mètre carré dans les zones infestées. On est venu parce qu'elle a une petite tique derrière l'oreille. Et en fait, si vous voulez, elle s'était déjà grattée, battue avec un chat. Et par-dessus la croûte, il y avait une petite tique au-dessus qui grossissait. Et on n'arrivait pas à la voir avec le sang et tout. Donc là, on est allé la mener, le vétérinaire lui a enlevé et il nous donne un traitement. Un danger pour les chiens, rien d'étonnant puisque nos compagnons à quatre pattes préfèrent explorer les environs plutôt que de rester sur les chemins balisés. Il faut savoir que les tiques sont repérables, elles ne sont pas toutes de grosse taille. Il y a des petites tiques qu'on appelle des plombs qui font 2-3 mm et qui sont difficiles à localiser. Mais il faut passer son chien au peigne fin, le regarder de près et enlever les tiques. Pas forcément à la pince à épiler parce que c'est une erreur, ni avec les doigts, mais avec un petit crochet qui permet de les retirer sans laisser le rostre dans la peau. Le cycle de vie de la tique se décompose en plusieurs stades. La femelle adulte pond jusqu'à 3000 œufs au cours de son existence. De larves devenues nymphes, des microtiques de quelques millimètres, et à mesure qu'elle se nourrit du sang de ses hôtes, elle mue. Adulte, la femelle a la taille d'un petit pois et ressemble à un grain de ricin. Elle va se fixer sur la peau pendant un certain nombre de jours, souvent jusqu'à ce qu'elle prenne plusieurs repas, et elle peut transmettre à cette occasion des maladies. Alors la maladie évidemment la plus connue chez le chien, c'est la pyroplasmose, une maladie qui est très grave, qui atteint le système sanguin en faisant éclater les globules rouges, donc ça crée une anémie, une fièvre importante, donc le chien est abattu au bout de 48 heures environ. Et ensuite, il risque d'avoir des urines très foncées. C'est souvent ce que les gens remarquent. Et puis ensuite, si on ne fait rien, évidemment, précipiter vers la mort. À part ça, on peut attraper la maladie de Lyme. Dans les cas typiques, il y a une réaction un peu plus générale au bout de 8 jours. C'est le fameux érythème migrant, des plaques rouges qui se déplacent sur le corps, en dehors de l'endroit où ça a été piqué, où ça a été mordu. L'érythème migrant, c'est tout à fait typique de la maladie de Lyme. Ça prouve que la tique a réussi à inoculer quelque chose à l'individu. Vous l'aurez compris, les tiques sont vectrices de maladies dangereuses pour nos compagnons et nous-mêmes. On peut aussi attendre quelques semaines de plus et voir apparaître une crise de rhumatisme, parfois très aiguë, avec des gros genoux, des gros poignets, etc. Et des gens qui ont suffisamment mal pour ne plus pouvoir bouger. C'est rare, mais ça appartient à la symptomatologie classique de l'infestation par la maladie de Lyme ou par d'autres parasites. La tique est un vecteur, uniquement un vecteur. C'est un hématophage qui mord pour pomper du sang. Tant qu'elle pompe du sang, ça peut démanger, ça peut créer des toutes petites infections locales parce qu'elle ne sait pas forcément laver les dents, mais ça ne va pas plus loin. La maladie de Lyme tire son nom de la ville de Lyme, située aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, où elle a été signalée et identifiée pour la première fois dans les années 1970. En France, la borréliose est apparue pour la première fois en Auvergne dans les années 80. Mais c'est là qu'on a découvert qu'il y avait aussi ces fameuses tiques, l'Ixode d'Aminé. Et puis petit à petit, on a vu l'Ixode se rapprocher de chez nous. Et curieusement, en France, elle est apparue en Auvergne. Et donc, on a été touchés. Moi, mes premiers cas de maladie de Lyme, je les ai vus en 84. La prévention est la meilleure des défenses. Pour votre animal, l'idéal est d'inspecter le pelage après chaque promenade. Si une tique s'est déjà accrochée à la peau, retirez-la immédiatement au moyen d'un tire-tique, une sorte de petit pied de biche. Attention, ne jamais arracher la tique,
mais la faire pivoter. Il existe également des produits qui agissent en amont. Donc là, il faut traiter, c'est-à-dire prévenir la maladie avec des acaricides, des insecticides, et donc administrer aux chiens soit des comprimés qui agissent par voie sanguine, donc qui empoisonnent la tique au moment où elle va piquer l'animal, soit en spot-on, c'est-à-dire déverser une petite fiole de produits acaricides sur la peau du chien et qui fait une sorte de buvard et empêche les tiques de rester sur place. Chez l'homme, la médecine ne possède que des moyens limités pour lutter contre les maladies transmises par la tique. Il n'y a aucune certitude de se débarrasser du parasite en question. Le parasite en question, c'est une Borrelia, Borrelia burgdorferi. Les borrélioses sont des parasitoses très spéciales. Ça résiste à tout, absolument à tout. On n'a pas d'antibiotiques efficaces. On imagine qu'on limite les dégâts ou qu'on l'empêche de se reproduire, mais en fait, c'est très très loin d'être sûr. La preuve, c'est que quand quelqu'un est positif à la maladie de Lyme, très souvent, on retrouve le parasite 40 ans après. En Lozère, en raison du déplacement de certains grands animaux, notamment avec les transhumances, certaines zones sont identifiées comme étant sujettes aux tiques porteuses de maladies. Alors la tique, toutes les tiques ne sont pas porteuses de cette maladie, évidemment. Il y a des endroits fétiches en Lozère qui, si vous y allez, vous êtes sûr de ramener et les tiques et la pyroplasmose. Ça, il faut le savoir. Après, d'une manière générale, la tique, elle transmet la maladie si elle reste sur la peau du chien plus de 48 heures. C'est à ce moment qu'elle injecte la salive qui est contaminée et qui va donc occasionner la pyroplasmose chez l'animal. La meilleure des préventions est de vous protéger contre les morsures de tiques. Pour cela, évitez les hautes herbes et les sous-bois, utilisez un répulsif contre les insectes et portez des vêtements à manches longues qui ferment bien et des pantalons. Optez pour des vêtements clairs où les tiques seront plus visibles. Après chaque promenade et activité en plein air, inspectez soigneusement votre corps et celui de vos enfants à la recherche d'éventuelles tiques. En cas de morsure, le risque de transmission est réduit si l'on retire rapidement la coupable. En cas de morsure prolongée dans le temps, faire une photo de la tique en vue d'une identification ultérieure. Elle a un dos nacré, à peu près de la couleur de l'ongle, et elle a une forme trapézoïdale. Alors, si malgré toutes les précautions, l'animal vous semble pas très en forme quelques jours après avoir été promené, il faut bien sûr prendre la température. Souvent, ça occasionne une forte fièvre, au-delà de 39,5, 40. La température normale d'un chien, c'est 38,5. Et le chien rechigne à sortir de la niche, s'il en a une, il rechigne à avancer, à promener. Et si on regarde de près, il peut avoir donc les urines dont je parlais tout à l'heure, qui ressemblent un petit peu à du café dilué. Ça, c'est signe de la maladie à tous les coups. Et là, il faut vraiment l'amener de suite à la consultation pour traiter efficacement avec un produit qui est très très efficace et qui se fait en 1 ou 2 injections au bout de 48 heures. Pyroplasmose, c'est un petit parasite qui ressemble à une poire et qui est visible, non pas à l'œil nu, mais au microscope, dans les globules rouges. Il se niche dans les globules rouges et c'est très facile à mettre en évidence quand on a un microscope et l'appareillage adéquat pour le mettre en évidence et faire le diagnostic surtout. Les êtres humains qui se font mordre par d'autres tiques, alors là, il y en a autant qu'on veut. Il suffit de se promener dans un champ et on en ramasse plein les jambes, plein les bras, plein les mains. Et on les ramasse vraiment. Et certaines même s'installent et vous pompent votre sang pendant 3 jours, quand même. Auquel cas, elles grossissent beaucoup jusqu'à devenir un gros grain de raisin. Mais ça, ce sont des ricinus. Les ricinus, c'est pas l'Ixododamini. C'est la petite tique typique, classique de chez nous, la tique européenne, qu'on trouve partout. On retrouve des tiques jusqu'à 2000 mètres d'altitude et elles peuvent vivre au-delà de 5 ans. Fort heureusement, elles ont aussi leurs prédateurs. Pour l'api, ici à l'image, c'est un succulent repas. Les petits rongeurs, les passereaux, les merles, les poulets, les poussins en raffolent. Ils sont les régulateurs indirects de la tique. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition de votre JT Lozère. Faites attention, les tiques sont vraiment présentes en ce moment. Vous le savez très bien, sur votre chaîne, nous avons la mascotte Nouchk, le husky sibérien. Et en ce moment, alors il a un traitement bien sûr contre les tiques, mais il y a vraiment beaucoup de tiques, ce pourquoi on a décidé de vous rediffuser
Ce reportage, bien entendu, ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera à la foire de Lozère. La chaîne sera présente durant les 3 jours de la foire de Lozère. On sera également présent sur le trèfle lozérien qui heureusement aura lieu aussi cette année et on espère l'année prochaine pour les 40 ans du trèfle. N'hésitez pas à contacter la rédaction de votre journal à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi 19 juin ailleurs en Lozère. Passez une très très belle soirée. À bientôt.